Les débats sont ouverts. Madame Vanessa Pille, vous étiez partie civile dans le dossier, est-ce toujours le cas? Oui. Très bien. Nous allons procéder à l'appel des témoins et des experts. Madame l'huissier, pouvez-vous faire l'appel? Oui, Madame la Présidente. Madame Vanessa Pille, s'il vous plaît. Madame Dominique Galland. Oui. Monsieur Réan. Oui. Madame Caroline Duperard. Oui. Monsieur Paul Lepic. Levez-vous et suivez-moi. Merci Madame l'huissier. À présent, je vais vous lire le rapport introductif le 19 février 2021 sur la plage nord de Calais, alors qu'il exerçait sans action d'activité professionnelle en éliminant les algues vertes. Le corps d'Éric Pille était découvert sans vie par Dominique Galland vers 9h. Elle avait appelé la police qui s'était immédiatement rendue sur les lieux et avait constaté son décès. Une enquête de flagrance était alors ouverte par le procureur de la République de Calais. Différentes personnes étaient alors entendues dans ce cadre. Dans son audition du 5 mars 2021, Vanessa Pille revenait sur l'enterrement de son mari. Elle y avait vu Bruno Lepic, qui avait l'air dévasté et semblait sincère. Elle évoquait le SMS retrouvé sur le téléphone d'Éric, qui n'était pas du tout professionnel. Elle avait alors commencé à avoir des doutes. Puis, elle avait appris la relation d'Éric et Paul, le fils de Bruno Lepic, à laquelle elle ne voulait pas croire. Dans son audition du 19 mars 2021, Paul Lepic, quant à lui, expliquait que depuis le décès de sa mère, les liens avec son père s'étaient fortement consolidés, même s'il avait toujours eu peur de lui avouer son homosexualité. Il reconnaissait qu'il n'avait pas de relation stable avec Éric, qu'il se voyait quand il pouvait. Il affirmait que son père était choqué et en colère, car il n'aurait jamais pensé que son meilleur ami puisse avoir une relation sexuelle avec son fils. Il pensait son père incapable de faire du mal à Éric Pille. Depuis, il ajoute être tombé en dépression. Dans son audition du 19 février 2021, Caroline Duperard, femme de ménage, expliquait avoir été témoin du moment où Bruno Lepic avait surpris son fils et Éric Pille avoir une relation sexuelle dans les bureaux de l'entreprise. À la suite, elle avait vu Bruno Lepic fou de rage et elle l'avait entendu dire « je vais le tuer ». Elle était terrorisée. Elle se posait même des questions sur la responsabilité de celui-ci. Et elle pensait qu'il aurait pu être capable de se venger car son attitude avec Éric Pille avait changé depuis ce moment. Dans son audition du 19 février 2021, Bruno Lepic déclarait quant à lui avoir effectivement été sous le choc en découvrant la liaison de son fils et de son meilleur ami, et il affirmait qu'il avait pensé qu'Éric aurait le temps de lire son mail. Il expliquait être bouleversé par son décès mais ne pas se sentir responsable, car il avait bien transmis l'information. Bruno Lepic était alors mis en examen pour empoisonnement commis à l'encontre d'Éric Pille par le juge d'instruction et placé sous contrôle judiciaire. Interrogé sur le fond, il continuait à clamer son innocence. Après une réquisitoire définitive sollicitant le renvoi de Bruno Lepic devant la cour d'assises, le juge d'instruction ordonnait sa mise en accusation devant la cour d'assises du Nord, saisissant ainsi notre juridiction. Voici la photographie de la victime qui a été trouvée sur la plage. Accusé, vous pouvez vous lever. Quel est votre positionnement aujourd'hui s'agissant des faits? Plaidez-vous coupable ou non coupable? Je n'ai pas empoisonné mon meilleur ami, je suis innocent. Très bien. Nous allons poursuivre avec l'interrogatoire de personnalité de l'accusé. La psychiatre, Madame Dambriot, n'étant malheureusement pas présente, je vais vous lire son rapport. Lors de l'entretien, M. Bruno Lepic s'est montré calme et cohérent dans ses propos. Il explique qu'il est entré dans une colère noire après avoir découvert la relation de son fils avec M. Éric Pille. Il ne reconnaît cependant pas avoir assassiné M. Éric Pille. Il est apte à comprendre les faits qui lui sont reprochés. Il est également en capacité de répondre de manière cohérente aux questions qui lui sont posées. L'examen de M. Bruno Lepic ne révèle aucune anomalie mentale ou psychique. Il ne présente aucun antécédent psychiatrique. M. Bruno Lepic élève seul son fils, Paul, depuis sa naissance. Sa femme est décédée au moment de l'accouchement. Depuis la naissance de son fils, il était très proche de son ami Éric Pille, et voir son ami et son fils avoir une relation l'a énormément mis en colère. Il faisait confiance à son ami Éric, qui avait quasiment élevé Paul avec lui. Il se sentait trahi et ne pensait plus qu'à protéger son fils. Cependant, il nie toute intention d'empoisonner M. Éric Pille. Il clame qu'il était certes en colère, mais n'a pas pour autant transformé ses émotions en actes. Même si M. Bruno Lepic était dans un état de colère au moment des faits, il n'était pas atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, ou ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du Code pénal. Il était en pleine possession de ses capacités mentales.
Le mis en cause n'a pas agi sous l'emprise d'une force ou d'une contrainte à laquelle il n'a pas pu résister au sens de l'article 122-2 du Code pénal. Monsieur Bruno Lepic a agi en totale connaissance de cause et en toute liberté. L'état mental de l'intéressé ne risque pas de compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes. Il ne nécessite pas une hospitalisation en milieu spécialisé en application de l'article 706-135 du Code de procédure pénale. Concernant l'élément favorable à l'état de dangerosité, sur la préméditation, si M. Lepic était déclaré coupable par la justice, il aurait planifié l'assassinat de M. Pille. Il existe également un comportement extrême en cas d'émotion intense. Concernant cette fois l'élément défavorable à l'état de dangerosité, il y a une absence de troubles psychiatriques, une absence d'antécédents criminels et un comportement cohérent. Il n'y a pas à ce jour de proposition thérapeutique, mais dans le cas où M. Bruno Lepic serait reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, il apparaît opportun d'instaurer une injonction de soins, notamment un suivi psychiatrique et sophrologique afin de l'aider à gérer ses émotions. Désormais, nous allons reprendre les faits avec les témoins et les experts. Madame Lucie, pouvez-vous faire venir Madame Pille? Madame Pille, pouvez-vous nous parler de votre mari? Eric était un homme bien, gentil, travailleur, toujours prêt à aider. C'était un père aimant pour notre fille Nolwenn, un mari formidable, du moins je le pensais. Je l'aimais énormément et tout le monde l'aimait. Les derniers jours, il m'a semblé étrange, mais j'ai mis ça sur le compte du travail, parce qu'il y avait toujours plus d'algues à nettoyer sur les plages. Saviez-vous que votre mari avait une maison? Non, comme je l'ai dit, je pensais qu'il était un mari aimant et fidèle. Je ne me suis douté de rien jusqu'à ce que je tombe sur les messages après son décès. J'étais déjà dévastée, mais je suis tombée de haut. Ce message de Bruno était très agressif et les accusations tellement graves, j'avais besoin de savoir. Et vous avez confronté Paul, le fils de M. Lepic. Que vous a-t-il révélé? Oui, je lui ai parlé après l'enterrement pour essayer de comprendre et en avoir le cœur net. Paul était un gentil garçon et je ne voulais pas lui faire de peine. Mais quand je l'ai interrogé, il a craqué immédiatement et il m'a tout raconté. Sa liaison avec Eric, Bruno qui les avait surpris dans son bureau. Ça m'a semblé irréel. Qu'il me parlait d'inconnu. Pas de mon mari, de son meilleur ami et du fils que nous connaissions depuis toujours. On va maintenant procéder à un tour de questions. Maître Savé, des questions? Pas de questions, Madame la Présidente. Madame l'avocat général? Pas de question, Madame la Présidente. La défense? Pas de question, Madame la Présidente. Merci Madame Pille, vous pouvez regagner votre place. Madame l'huissier, vous nous faire venir Madame Galland, s'il vous plaît. Bien, Madame la Présidente. Madame Galland, je vais tout d'abord vous lire le serment des témoins. Vous jurez de parler sans haine et sans crainte, de dire la vérité, toute la vérité, bien que la vérité. Levez une main et dites « je le jure ». Je le jure, Madame la Présidente. Pouvez-vous nous rappeler le déroulé de votre matinée du 19 février 2021? Oui, le 19 février, comme tous les mercredis, je me lève aux alentours de 6 heures pour faire mon jogging matinal en bord de mer. Au loin, j'ai aperçu une personne sur le sol. J'ai d'abord été surprise de voir quelqu'un à une heure si matinale, puis en m'approchant, j'ai réalisé que cette personne était probablement décédée. Je me suis alors précipitée pour lui porter secours. Est-ce que vous avez remarqué des détails particuliers lorsque vous avez découvert le corps de M. Pille? Oui, il avait un teint verdâtre et était recouvert d'une substance verte. Il semblait mort d'une manière horrible. Le pauvre homme avait visiblement souffert. Je n'ai pas osé le toucher tant son corps avait l'air contaminé et atteint d'une sorte de maladie. M. Pille portait-il des protections, par exemple des masques ou un gant? Oui, il avait un équipement de travail basique, je dirais, comme des gants et un uniforme, mais rien de plus, j'ai pas remarqué d'autres équipements comme un masque ou autre autour de lui. Maître Savé, des questions? Pas de questions. Madame l'avocat général? Pas de question. La défense? Pas de questions. Très bien, merci. Madame Galland, vous pouvez aller vous asseoir. Madame l'huissier, pouvez-vous faire venir M. Réan, s'il vous plaît? Monsieur Réan, nous allons procéder à votre prestation de serment. En tant que médecin légiste, vous devez d'apporter votre concours à la justice en votre honneur et votre conscience. Levez une main et dites « je le jure ». Je le jure. Madame la Présidente, Mesdames les assesseurs, Mesdames et Messieurs les jurés, je me tiens aujourd'hui devant vous afin d'exposer les faits relatifs au décès tragique de M. Eric Pille, survenu le 19 février 2021, sur la plage nord où il exerçait son activité professionnelle pour l'entreprise King Beach. Le rapport médico-légal nous apporte des éléments déterminants quant aux circonstances du décès.
Les premières observations sur place ont relevé l'absence de toute trace de lutte ou d'intervention tierce, ainsi que la présence notable d'algues vertes en décomposition, dégageant une forte odeur caractéristique d'hydrogène sulfuré. L'examen externe du corps a révélé des signes évidents d'intoxication, notamment une cyanose prononcée du visage et des extrémités, ainsi que des sécrétions mousseuses au niveau des voies respiratoires. L'autopsie médico-légale, pratiquée quelques heures plus tard, a confirmé ces constatations: œdème pulmonaire marqué, congestion cérébrale significative et présence persistante de sulfure d'hydrogène sur les vêtements et les cheveux de la victime. Les analyses toxicologiques ont quant à elles mis en évidence une concentration élevée de ce gaz dans le sang et les tissus pulmonaires, écartant toute autre cause toxique ou médicamenteuse. En conclusion, l'ensemble de ces éléments permet d'établir sans équivoque que le décès de M. Eric Piel résulte d'une intoxication aiguë par inhalation de sulfure d'hydrogène, un gaz hautement toxique émanant de la décomposition des algues vertes. L'absence de protection respiratoire et les conditions environnementales dangereuses ont contribué à une asphyxie toxique rapide et irrémédiable. Je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous pouvez établir de façon certaine le lien entre le décès de M. Piel et l'inhalation des algues vertes? Oui. Et pensez-vous que le port de protection, par exemple un masque, aurait permis d'éviter le décès de M. Piel? On ne peut pas refaire l'histoire, mais je pense que oui. Avez-vous des questions à conserver? Pas de questions. Madame l'avocat général, des questions? Pas de questions. La défense? Pas de questions, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Jean. Vous pouvez aller vous asseoir. Monsieur Lepic, veuillez vous lever. Nous allons revenir sur les faits avec vous. Tout d'abord, le 15 février 2021, vous avez surpris Eric, votre collègue et ami, en pleine relation sexuelle avec votre fils Paul. Quelle a été votre réaction? J'étais totalement bouleversé. Le choc et l'incompréhension m'ont envahi. J'étais perdu, incapable de réaliser ce que je voyais. C'était insupportable pour moi et j'ai dû faire demi-tour. Et juste après cette découverte, vous avez envoyé ce message à Eric, je cite: « Tu me dégoûtes, tu te rends compte qu'il est mineur, tu as touché à mon fils, tu vas le payer cher, je vais te tuer. » C'est une menace de mort, monsieur? Non, du tout. Mes paroles étaient impulsives et exprimées sous l'effet du choc. Mais je n'avais aucune intention de tuer Eric. Je pense que toute personne à ma place ne pourrait s'empêcher de donner libre cours à son mécontentement. Mais je regrette tout de même mes propos tenus, des propos qui étaient vides de toute intention réelle. Et concernant le mail de l'Agence régionale de santé qui préconisait le port de protection, pourquoi est-ce que vous l'avez transféré si tardivement? À 23h, il est rare qu'on regarde ces mails. Ce jour, j'avais assisté à un enterrement et j'étais d'ailleurs membre du comité d'organisation. Et c'est le même jour que le maire m'a demandé d'envoyer quelqu'un nettoyer la plage tôt le matin. Et donc, pris par ces événements, j'ai dû envoyer le mail tardivement, mais ce n'était pas du tout intentionnel. Et s'agissant du SMS envoyé à M. Piel le 18 février 2021, où vous lui demandez de nettoyer la plage le lendemain, pourquoi ne pas avoir mentionné le port de protection? Sur le moment, j'étais concentré sur l'urgence de la demande du maire et je croyais surtout que le mail que je venais de transférer suffisait. Et donc c'est pourquoi j'ai manqué de préciser le port de protection dans mon SMS. Très bien. La partie civile a-t-elle des questions? Pas de questions, Madame la Présidente. Madame l'avocat général. Pas de questions, Madame la Présidente. La défense? Pas de questions, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Lepic. Vous pouvez vous asseoir. À présent, Madame Lucie, vous pouvez faire venir Madame Jupera. Madame Jupera, tout comme les autres témoins, vous jurez de parler sans haine et sans crainte, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez les mains et dites je le jure. Je le jure. Au moment des faits, vous étiez bien dans les locaux de l'entreprise de Monsieur Lepic? Oui, comme tous les jours de la semaine, je prends mon poste à 20h et j'étais bien présente dans les locaux. Quelle a été la réaction de M. Lepic lorsqu'il a découvert la relation entre Eric et Paul? Il était vraiment enragé, je ne l'ai pas reconnu, il donnait des coups dans les murs et a appelé « je vais le tuer cet abruti ». Et avez-vous remarqué des tensions entre M. Lepic et M. Piel suite à cet événement? Le comportement de Bruno a changé depuis cet événement.
Les derniers jours qui ont précédé la mort d'Éric, Bruno était constamment sur son dos. Il le critiquait tout le temps sur ses moindres faits et gestes et avait un sourire très narquois lorsqu'il lui parlait. Maître, vous avez des questions? Pas de questions. Madame l'avocat générale? Pas de questions. La défense? Oui, j'ai une question. Durant votre audition, vous mentionnez qu'Éric est un grand ami et lorsque vous évoquez sa mort, il a pu vous arriver d'éclater en sanglots. Est-ce que vous ne ressentez pas plus que de l'amitié à son égard? J'ai perdu un grand ami, pardon. C'est normal que je sois bouleversée, il a toujours eu une place particulière dans mon cœur. Merci. Merci, Madame Jutrard. Vous pouvez regagner votre place. Madame l'huissier, pouvez-vous faire venir Paul Lepic? Monsieur Lepic, à votre tour, vous jurez de parler sans haine et sans crainte, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez une main et dites « je le jure ». Je le jure. Tout d'abord, depuis combien de temps durait votre liaison avec Éric Pille? Notre relation avait débuté il y a plus ou moins 6 mois. Je connaissais Éric depuis tout petit. Avec le temps, j'allais voir mon père plus souvent à l'entreprise et c'est là que mes liens avec Éric se sont renforcés. On a alors développé des sentiments l'un pour l'autre et notre relation a débuté. Pourquoi vous n'avez pas informé votre père de cette relation? J'avais honte de lui faire part de mon homosexualité, donc je n'allais pas lui parler de ma relation avec Éric. On se voyait donc en cachette, à l'abri des regards. Et pensez-vous que votre père a intentionnellement envoyé M. Pille travailler sans protection? Non, je ne vois pas du tout mon père faire de mal à Éric. On va maintenant procéder à un tour de questions. Maître Savé, des questions? Oui. Monsieur Paul, est-ce que vous avez déjà discuté avec M. Éric Pille de la réaction qu'aurait eu votre père s'il apprenait votre relation avec ce dernier? Une fois, oui. Éric m'avait dit que Bruno ne serait pas du tout content compte tenu de la relation qu'il entretenait avec Éric. Que Bruno serait vraiment furieux, le connaissant, mais il s'en foutait. Il disait que le plus important, c'était notre amour. Madame l'avocat générale, des questions? Pas de questions, Madame la Présidente. La défense? Nous avons une question, Madame la Présidente. Nous aimerions poser la question suivante à M. Paul. Est-ce que votre père s'est-il déjà montré violent en votre présence? Non. Merci, Monsieur Pille, vous pouvez aller vous asseoir. Nous, magistrats du siège, ainsi que les 6 jurés, nous allons devoir répondre à la question suivante. Bruno Lepic est-il coupable d'avoir, à Calais, le 19 février 2021, volontairement intenté à la d'Éric Pille par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort, infraction prévue à l'article 221-5, alinéa 1er du Code pénal. Nous allons désormais poursuivre avec la plaidoirie de la partie civile. Maître Alexis, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames de la Cour, Mesdames, Messieurs les jurés, j'ai l'honneur de me présenter pour la femme d'Éric Pille, une épouse qui adorait son mari, père de son enfant. Un mari enthousiaste, heureux et merveilleux, aimant la vie, qui voyait l'amour partout et en tout, au point que quand Paul, le fils de son meilleur ami et patron, lui annonçait son amour, il n'a pas hésité une seconde à le lui rendre en retour, comme quoi le cœur a ses mystères que le raisonnement ne peut pénétrer. Porteur donc en ce jour de la voix de la femme qui a perdu l'être le plus cher de sa vie, dans les conditions les plus abominables qui puissent se concevoir, il m'appartient de dire comment Vanessa Pille a vécu la découverte du décès de son mari, de dire quel est son calvaire durant ces 4 années où celui qui était tout pour elle a quitté ce monde. 4 longues années pendant lesquelles tristesse, dépression, incompréhension étaient son quotidien. Des journées interminables, mais des nuits aussi, où elle a perdu le sommeil à attendre, à espérer, à se consoler, à ne pas vouloir croire à cette réalité qui s'imposait à elle et à laquelle elle ne pouvait se dérober. Y a-t-il encore des mots pour exprimer l'effondrement et la douleur de Vanessa Pille lorsqu'elle découvrit le message incendiaire de Bruno adressé à son mari et dans lequel il lui promettait une mort certaine? La suite, nous la connaissons. Nous en avons parlé tout au long de cette audience. C'est une douleur qui va la tourmenter toute sa vie.
Sa peine à elle est à perpétuité, ça c'est certain. Madame la Présidente, Mesdames de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, je ne suis pas dépositaire de l'accusation, mais il m'incombe aussi d'évoquer les faits. Bruno Lepic n'est pas seulement un mari sournois, mais c'est aussi un ami sournois, j'allais dire, mais c'est aussi un chef avide de vengeance. Il suffit de lire le mail adressé à Eric, dans lequel il lui promettait un voyage au séjour des morts. Et puisqu'il fallait tenir cette promesse qu'il avait faite à son fidèle ami, il décida de envoyer à 23 heures, comme pour se couvrir, un mail contenant les différentes mesures de sûreté à prendre lorsque l'on serait en contact avec les ânes. Et poursuivant son projet funeste, Bruno Lepic envoya un SMS à Eric et à lui seul, lui demandant de se rendre à la plage. Conscient qu'il ne lirait pas le mail de la veille, et certain que la mort se cache au détour de ces espaces naturels bordés d'une mer tranquille. Un simple mail pour prévenir d'un danger et un SMS pour demander d'aller travailler, vous en tirerez les conséquences. Madame la Présidente, Mesdames de la Cour, Messieurs, Mesdames les jurés, il est non moins évident que le fait même que M. Bruno Lepic ait surpris son fils avec Eric portait comme conséquence terrible que M. Bruno Lepic ne pouvait, en toute bonne logique, laisser passer cette offense sans manquer de rendre à Eric la monnaie de sa pièce. Mais que s'est-il passé en vérité? Avait-il d'autre choix que d'envoyer Eric sur une plage, sans mettre tout en œuvre pour que ce dernier reçoive en temps opportun les informations sur la toxicité des algues vertes et l'impératif de porter des protections qui lui auraient évité une telle tragédie? Il appartient à l'avocat général d'en tirer toutes les conséquences du droit, c'est-à-dire sur la circonstance particulière de la préméditation. Pour ma part, je n'ai aucun doute sur la question. Que penser ensuite de l'attitude de Bruno Lepic après le décès d'Eric? Bruno, dans sa malice, se disait bouleversé par la mort de son ami. Et pourtant, aucun mot de réconfort à l'endroit de Vanessa Peel, aucun mot de condoléance. Mais bien au contraire, il disait à qui veut l'entendre avoir pris toutes ses responsabilités et de n'être pas l'auteur de cet acte. Madame la Présidente, Mesdames de la Cour, Messieurs, Mesdames les jurés, Vanessa Peel n'est pas venue ici pour crier vengeance. Il ne m'appartient pas de réclamer une quelconque peine, mais je me dois d'exprimer sa déception au terme de cette audience. Vanessa Peel avait nourri une espérance. Elle souhaitait savoir si celui qui se disait ami fidèle de son mari, celui dont il allait croiser le regard tout au long de cette audience, exprimerait des remords profonds à la suite de son acte odieux. Oui, Vanessa Peel avait attendu une infime parole de Bruno, montrant qu'il se rendait compte de l'atrocité de son crime, qu'il demanderait pardon au mari assassiné, à la femme sacrifiée et à cet enfant qui n'entendra ni ne verra jamais son père. Mais cette phrase, mais ce remords, elle ne l'entendra jamais. Merci. Merci, Maître Alexis. Continuons avec les réquisitions de l'avocat général. Vous avez la parole, Madame l'avocat général. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames les assesseurs, Mesdames et Messieurs les jurés, je me présente à vous aujourd'hui pour défendre les intérêts de la société que menace n'importe laquelle des infractions commises à son encontre, puisque, comme le disait Martin Luther King, la moindre injustice menace l'édifice tout entier. Le 19 février 2021, M. Lepic s'est rendu coupable de l'une de ces infractions. Le 19 février 2021, M. Lepic a empoisonné M. Peel, feu son meilleur ami, en l'envoyant à une mort certaine.
Les faits reprochés à l'accusé sont réprimés par l'article 221-5 du Code pénal, qui prévoit que le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration d'une substance de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. Sur son volet matériel d'abord, l'empoisonnement est caractérisé par l'emploi ou l'administration d'une substance mortifère à autrui. En l'espèce, les algues vertes, lorsqu'elles s'échouent sur les plages, sèchent et entrent en décomposition. C'est alors le gaz émanant des algues qui devient toxique pour l'homme. Et c'est ce même gaz qui a empoisonné la victime, causant son décès après seulement quelques minutes d'inhalation. Ici, j'aimerais souligner que c'est bien sur ordre de l'accusé que la victime s'est rendue sur les plages jonchées d'algues toxiques. M. Lepic a par conséquent administré à M. Pile la substance mortifère à l'origine de son décès. Sur son volet intentionnel des faits, maintenant, qui retiendra davantage notre attention ici, l'empoisonnement est caractérisé par l'emploi ou l'administration volontaire de la substance, tout en ayant connaissance de son caractère mortifère. Pour établir l'intention, l'auteur de l'infraction doit avoir eu l'intention de donner la mort. En l'espèce, l'intention homicide de l'accusé se déduit de plusieurs éléments dans cette affaire, au premier rang desquels on retrouve la découverte de la relation qu'entretenait la victime, son meilleur ami alors âgé de 46 ans, avec son fils Paul, encore mineur au moment des faits. Foudrage, il l'a menacé de mort par SMS le 15 février 2021, ou seulement 4 jours avant le décès de la victime. Puis, comme un signe du destin, la mairie de Calais lui demande de nettoyer les plages jonchées d'algues mortelles. Comment ne pas y voir l'occasion de passer à l'acte, de tenir la promesse qu'il avait faite à son meilleur ami M. Pile dans ce fameux SMS? Il allait vraiment le tuer. Par ailleurs, il ne fait aucun doute que M. Lepic avait connaissance de la dangerosité des algues, puisque seulement 2 jours avant d'envoyer la victime nettoyer les plages, il avait reçu un mail de l'ARS l'alertant de leur toxicité. Pour autant, l'accusé s'est contenté de transmettre à ses salariés les consignes de sécurité pourtant essentielles à leur survie par un simple mail, d'ailleurs particulièrement tardif. Mais bon, nous ne sommes pas ici pour débattre d'une éventuelle mise en danger des salariés de M. Lepic par sa propre négligence, même si, vous en conviendrez, il est peu courant de regarder ses mails à 23 h le soir quand sa prise de poste est le lendemain matin à 6 h. En revanche, ces mêmes consignes de sécurité, pourtant cruciales, je le répète, ont été omises dans le SMS envoyé à la victime la veille des faits. Madame la Présidente, Mesdames les assesseurs, Mesdames et Messieurs les jurés, je vous le demande. Après avoir envoyé un mail contenant des informations de la plus haute importance, pourquoi prendre le temps d'envoyer un SMS au même destinataire si ce n'est pas pour s'assurer qu'il en ait bien pris connaissance? Dans notre cas, l'accusé voulait seulement s'assurer que son salarié serait à son poste, mais pas qu'il y serait en sécurité, pas qu'il n'y perdrait pas la vie. À mon sens, M. Lepic devrait très sérieusement revoir son sens des priorités. Alors je n'y vois qu'une seule explication. L'omission de se munir d'équipements de sécurité dans ce SMS était volontaire. M. Lepic avait donc bien l'intention de tuer M. Pile en l'envoyant inhaler une substance qu'il savait mortifère. En l'occurrence ici les gaz toxiques émanant des algues. Par conséquent, le crime d'empoisonnement est caractérisé dans tous ses éléments au sens du Code pénal. Cette infraction est punie de 30 ans de réclusion criminelle. Seulement, en vertu de l'obligation d'adaptation de la peine à la personnalité des auteurs d'infraction, il convient de prendre en compte les différents éléments de la personnalité de M. Lepic. S'agissant d'abord de ce qui sert sa cause. C'est une personne qui, jusqu'à présent, est inconnue de la justice. C'est un chef d'entreprise d'une entreprise qui fonctionne plutôt bien et œuvre par délégation de l'administration pour un service public. Sur le plan privé, M. Lepic a un enfant, Paul, l'ex-compagnon de la victime, qui, malgré sa perte, reste convaincu de l'innocence de son père. On voit donc qu'il est bien inséré dans la société. Maintenant, s'agissant de ce qui dessert sa cause, si l'accusé est chef d'entreprise, pour autant il transparaît des faits qui nous ont été présentés ce jour, qu'il n'était pas des plus vigilants s'agissant de la sécurité de ses propres salariés. D'autre part, il a menacé la victime de mort par SMS. Si apprendre la relation entre son meilleur ami et son fils a dû être un choc pour lui, Mesdames et Messieurs les jurés, je vous le demande, l'auriez-vous pour autant menacé de mort? De telles menaces ne peuvent être prises à la légère et reflètent la vraie nature d'une personne.
Alors, au vu des éléments qui nous ont été présentés ce jour, on comprend que l'accusé s'est fait justice lui-même auprès de la victime, pour avoir détourné son fils mineur et pour avoir trahi sa confiance. Et qui nous dit qu'à la survenance d'un nouvel événement déplaisant, M. le Pic ne se fera pas justice à nouveau lui-même. Je le rappelle, la République française prohibe la vengeance privée. Alors s'abstenir de punir un individu qui s'érige en juge et bourreau, au mépris des siècles de construction juridique et du monopole de la violence organisée détenue par l'État, cela reviendrait à ouvrir la porte au chaos. Et c'est en cela que M. le Pic constitue une réelle menace pour l'ordre public. Monsieur le Pic, vous êtes ici pour répondre de vos actes qui auront coûté la vie à un homme, votre meilleur ami et l'élu du cœur de votre fils. Par voie de conséquence, Madame la Présidente, Mesdames les assesseurs, Mesdames et Messieurs les jurés, je vous demande d'entrer en voie de condamnation. Je requiers une peine exempte pour faire passer un message. Le message que nul ne peut se faire justice soi-même sans que la justice ne vous rattrape. En ce sens, Madame la Présidente, Mesdames les assesseurs, Mesdames et Messieurs les jurés, je requiers une peine de 12 ans de réclusion criminelle, dont 3 années de sursis sain, ainsi qu'une peine complémentaire d'interdiction définitive de diriger une entreprise, prévue à l'article 221-8 du Code pénal. Cette peine complémentaire évitera à M. le Pic de remettre en péril la sécurité de ses salariés. Madame la Présidente, Mesdames les assesseurs, Mesdames et Messieurs les jurés, la justice publique commence là où la vengeance privée s'arrête. Et aujourd'hui, c'est à vous de la faire cesser. Merci, Madame l'avocate générale. Maître Guilly, Maître Gueil, vous avez la parole. Merci de la parole accordée, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, augustes jurés. Madame la Présidente, l'acte d'accusation du ministère public nous a énormément déçus. En effet, nous nous attendions de la part de l'avocate générale à des certitudes, des vérités incontestables, irréfutables, implacables. Mais visiblement, c'était mal à connaître. En effet, Madame la Présidente, l'avocate générale nous impose un procès fondé sur des supputations, des raccourcis intellectuels et mieux, du fétichisme juridique. Madame la Présidente, notre client est porté devant votre auguste juridiction pour les faits qualifiés d'empoisonnement. En effet, de l'exposé sommaire des faits qui nous sont présentés, notre client est accusé d'avoir empoisonné son meilleur ami, par ailleurs son salarié, M. Éric Pile. Madame la Présidente, nous vous montrerons tant matériellement qu'intentionnellement que l'acte d'accusation du ministère public ne peut être prise en considération. Madame la Présidente, en ce qui concerne les faits, ou être plus singulier en ce qui concerne la matérialité des faits, il ressort de l'article 221-5 du Code pénal que l'empoisonnement est le fait d'attenter volontairement à la vie d'une personne par l'emploi ou l'administration d'une substance de nature à donner la mort. Deux éléments se dégagent donc du point de vue matériel. Premièrement, l'acte d'administration ou d'emploi d'une substance et deuxièmement, la nature de cette substance qui se doit d'être mortifère. Qu'en est-il des faits? Il ressort des faits que rien du point de vue matériel ne transparaît une volonté, ne transparaît matériellement, nous voulons dire, le fait de notre client d'avoir intenté à la vie de son meilleur ami. En effet, ce n'est pas lui qui a employé la substance toxique des alvèdes à l'encontre de M. Éric Pile, parce qu'il n'a ni fait l'objet d'une administration, encore moins d'un emploi de la substance litigieuse vis-à-vis de M. Éric Pile. Par voie de conséquence, nous disons inaudible la matérialité de l'infraction du point de vue des accusations portées à l'encontre de notre client. En ce qui concerne l'intention, Madame la Présidente, au-delà du dol général que suppose l'infraction qualifiée d'empoisonnement consistant en l'emploi ou l'administration, l'empoisonnement suppose par ailleurs un dol spécial consistant dans l'intention de vouloir la mort de la victime, ce que nos amis grecs appellent l'animus neganti. En l'espèce, l'intention n'est nullement caractérisée. Pour preuve, notre client a envoyé deux informations à la victime. Premièrement, un mail qu'il a envoyé à tous ses salariés
mail contenant les mesures d'instruction du maire, mais également de protection de l'ARS, et il a fait suivre ce mail par un SMS qui était une suite arithmético-logique parce que, ayant déjà porté à la connaissance de l'ensemble de ses salariés les mesures de protection, le mail avait vocation spécifiquement à porter à la connaissance du destinataire Éric Pile la mission qu'il devait accomplir. Madame la Présidente, si dans l'espèce vous estimez qu'il y a négligence ou imprudence, cela n'est nullement caractéristique de l'action de notre client, mais plutôt de l'action de M. Éric Pile. Parce que nous nous interrogeons comment, face à deux informations, l'une arrive à la destination de M. Éric Pile et l'autre échappe à sa connaissance. Deuxièmement, s'agissant de l'accusation relative au message litigieux apporté par M. Bruno Lepic, Madame la Présidente, permettez-moi que je vous soumette cette interrogation. Qu'auriez voulu-vous que je fisse? Qu'auriez voulu-vous que je fisse? Qu'auriez voulu-vous que mon client fit? Madame la Présidente, il s'agit là d'un subjonctif imparfait. Les subtilités de la langue française, l'avocat général et la partie civile ne vous en ont servi aucun. Comme vous le constatez, les moutons marchent ensemble, mais n'ont pas le même prix. Ici, nous voulons mettre simplement en évidence le fait que c'est fou de rage. C'est eu égal à la traîtrise de son meilleur ami qu'il a porté ce message. Cela n'était nullement caractéristique d'une volonté manifeste à son égard de tuer la victime. Enfin, relativement aux dépositions de Madame Caroline Dupéra, la défense les récuse. Les récuse pour la simple et unique raison qu'ils sont frappés de lourdes suspicions de partialité. En effet, le dossier met en évidence le fait que cette dernière était amoureuse de la victime. La défense considère donc que ces dépositions transparaissent plus des émotions, des sentiments du témoin plutôt que de sa raison. Faut-il conclure? Madame la Présidente, vous avez prêté serment de défendre le droit et de dire la justice. Lorsqu'une conviction ne peut s'appuyer sur les éléments probants apportés à la juridiction saisie, le doute se doit de profiter aux mises en cause. Eu égard au manque d'éléments matériels et intentionnels portés à votre connaissance, nous vous demandons d'acquitter M. Bruno Lepic parce que le doute se doit de nous profiter. Nous vous remercions. Madame la Présidente, Mesdames de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, c'est une affaire sordide que vous devez trancher aujourd'hui. Tout l'enjeu, vous l'aurez compris, de déterminer si oui ou non M. Bruno Lepic est coupable d'avoir empoisonné Éric Pile. En d'autres termes, l'enjeu ici est de déterminer si oui ou non Bruno Lepic est assez machiavélique pour envoyer sciemment son meilleur ami à la mort. Alors, je vous le préviens déjà, ma plaidoirie ne sera que question rhétorique quand je suis éberluée que ce dossier sans unité soit arrivé devant cette cour. Je me dois donc de vous demander si, à votre sens, Bruno Lepic a pu prévoir qu'il allait recevoir un mail de l'ARS lui indiquant la dangerosité des algues vertes. Si Bruno Lepic, un homme d'affaires sans histoire, un père aimant, aurait eu l'idée absolument abominable, après avoir reçu ce mail, de demander tard le soir à son agent de nettoyage, qui plus est son meilleur ami, d'aller nettoyer la plage en prenant soin de ne pas l'avertir de porter des protections dans le seul et unique but qu'Éric Pile succombe. La réponse est « prouvez-le-moi ». Seulement, aujourd'hui, le 27 mars 2025, dans cette cour d'assises, l'accusation n'a jamais réussi à nous prouver l'ombre d'un début d'intentionnalité et donc de culpabilité. Si l'adage du doute profite toujours à l'accusé est la seule chose que vous devez retenir aujourd'hui, il n'en reste pas moins que la Cour doit également se pencher sur la personnalité de l'accusé. Bruno a élevé son fils seul après que sa femme soit morte en l'ayant mis au monde. Il ne s'est jamais remarié et a voué sa vie à éduquer son fils dans les valeurs de respect, de bienveillance et d'entraide. Si on a pu essayer de vous le suggérer, oubliez tout de suite que M. Lepic soit un homophobe car il n'en est rien. Mon client regrette d'ailleurs que son fils ait eu peur de lui parler de son orientation sexuelle, qui du reste lui est totalement indifférente. Ce qui a choqué M. Lepic, et cela je peux vous le concéder, c'est que son meilleur ami est couché avec son fils encore mineur. Vous qui m'écoutez et qui avez peut-être des enfants, n'auriez-vous pas été furieux d'apprendre qu'un ami qui vous est cher couche avec votre enfant encore mineur? Pour autant, prévoiriez-vous de comploter
Je ne pense pas. D'ailleurs, le rapport psychologique nous l'apprend bien. Monsieur Lepic n'est pas un malade mental. Bruno Lepic est parfaitement équilibré et en tout état de cause, une personne équilibrée ne prévoit pas ce genre de choses. Ce qui m'échappe, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que si ce scénario concocté par l'accusation et digne d'une série hollywoodienne à bas budget était vrai, comment est-il possible que le parquet ne requiert que 12 années de réclusion criminelle, dont 3 avec sursis, pour un crime si sadique, en l'appelant une peine exemplaire? Le ministère public ne devrait-il pas plutôt vous suggérer d'éloigner cet individu de la société aussi longtemps que possible? Pourquoi même ne pas assortir la peine d'une période de sûreté pour être absolument sûr de nous protéger de ce dangereux criminel? Si vous voulez mon avis, même Madame l'avocate générale ne croit pas à cette thèse. Pourtant, il a bien fallu qu'elle la défende. Alors, elle a opté pour une peine relevant du ridicule pour un crime qu'elle vous présente comme le plus immonde. Plus c'est gros, plus ça passe. Madame la Présidente, Mesdames de la Cour, Messieurs, Dames les jurés, vous détenez le pouvoir de faire cesser cette mascarade. Ne tombez pas dans le piège du sensationnalisme et du procès médiatique. Acquittez ce pauvre homme, rendez-lui son entreprise, son fils et son honneur. Merci. Merci, maître. Monsieur Lepic, levez-vous. Vous avez la parole au dernier. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Je voudrais simplement dire que je regrette énormément ce qui s'est passé. Jamais je n'ai voulu qu'Éric soit en danger, encore moins qu'il perde la vie. Ce drame me pèse. Si jamais j'ai commis des erreurs, elles n'étaient en aucun cas intentionnelles. En tout cas, je laisse la justice faire son travail, tout en espérant que la vérité sera reconnue. Merci. Merci. Les débats sont maintenant clos. Avant que nous partions en délibéré, je vais vous faire la lecture de l'article 353 du Code de procédure pénale. Sous réserve de l'exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve. Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont fait sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de défense. La loi ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction? Nous pouvons maintenant partir en délibéré. Le jour s'est levé.